Je suis très content de vous accueillir ici en si grand nombre pour cette projection capitale d'un grand film fait par un grand homme, un grand artiste, mais aussi un grand penseur de notre temps, un père de famille, un homme des bois, un peintre, un citoyen engagé, cinéaste, un auteur. C'est comme... on les appelait les hommes de la Renaissance, en fait. C'est ces hommes qui s'intéressent à tout, en fait, qui sont curieux de tout ce qui concerne la nature humaine et la nature elle-même. Il vous offre aujourd'hui un magnifique documentaire qui est à la fois galvanisant puis à la fois très questionnant, parce que vous allez voir dans La ferme et son état des jeunes agriculteurs, agricultrices qui portent des projets à bout de bras, mais des projets à dimension humaine dans une perspective d'agriculture locale, des circuits courts, et Marc va vous amener à la rencontre de ces gens-là, puis vous allez vous rendre compte aussi que tout le système agricole n'est pas bâti pour les soutenir, et politiquement non plus, on n'est pas encore bien armé, et on n'est pas dans un système où il y a une réelle volonté politique de soutenir ce type d'agriculture-là. Ça sera l'objet d'une discussion dont Marc Séguin, pour ne pas le nommer, je ne l'avais pas nommé, Marc Séguin, le réalisateur de ce film et ce grand artiste, sera avec nous pour participer à la discussion, ainsi que deux autres personnes. Monsieur Fortin, son prénom, Pierre Thomas, j'allais dire Louis-Philippe, Pierre Thomas, érudit, Jean Thomas, comme Jean-Thomas Jobin, mon ami, humoriste. Alors Jean Thomas, je le saurai maintenant, et érudits qui sont là pour participer à la discussion que j'ai rencontrée sommairement tantôt. Fait que je vous souhaite un très très bon visionnement, puis on se reparle après. Alors laissez-vous interpeller par ce magnifique objet. Merci d'être là, bon après-midi. Dans un contexte de changement climatique où les coûts d'énergie vont changer dans le futur, il ne faut plus que les fermiers soient des opérateurs de machinerie. Il faut que le monde redécouvre le savoir de comment travailler le sol, travailler la terre, comment produire. Il y a une désorganisation des outils de développement. Il y a des choses qui tardent à venir. Il y a des problèmes qui sont tellement criants. Parce que le Québec n'a toujours pas de politique agricole. Le manque d'infrastructures me limite sur la conduite de mon expérience. Parce que sans infrastructure, évidemment, tu te lances pas comme ça. Il faut avoir un droit pour produire. Après ça, dès qu'on essaie de construire quelque chose, il y a des normes environnementales débiles qui arrivent, qui sont comme déconnectées de l'écologie. Puis là, on vient appliquer ça à des petites fermes écologiques qui, eux, cherchent à faire des systèmes intégrés. J'ai juste envie de pouvoir montrer qu'il y a d'autres façons de faire, tu sais. On peut dire que c'est un autre retour à la terre, mais tu sais, pas de hippies rêveurs, là, de gens éduqués qui font des projets qui se tiennent, puis qui marchent, puis qui nourrissent les communautés, puis que ça nourrit les propres familles qui le font aussi. Je trouve ça incroyable qu'on ne puisse pas avoir des lois qui leur permettent de pouvoir le faire de façon économiquement viable. Je vais vous demander aussi d'accueillir les autres membres des gens du panel qui va participer à la discussion. Donc, Jean-Thomas Fortin, qui est un jeune agriculteur de la région. Rudy, s'il vous plaît. Rudy, si tu veux venir. Je sais que Damien, Est-ce que tu es là, Damien? Bonjour. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Tu vas... Oui, bien, Damien, qu'on connaît bien des biologiques de Charlevoix. Fait que je vais lancer, en fait... Moi, j'ai envie de lancer ça dans votre cours, en fait. D'abord, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires sur la démarche de Marc, sur le film lui-même? Et puis ensuite, bien, on va s'adresser aussi à ceux qui incarnent ça dans la réalité, ce métier-là d'agriculteur.
et qui le font aux autres aussi de façon un peu différente. Fait que si j'ai le goût de vous lancer la perche, parce que Marc, il serait intéressant, il pourrait vous en parler sûrement des heures. Merci pour les bons mots. Je le prends. Je vais aussi le prendre pour l'équipe qui a fait le film et pour ces agriculteurs-là aussi qu'on a suivis. Je leur ai dit lors de notre première que j'essaierais de leur transmettre le plus possible ce qui se passait dans les salles. Quand les gens applaudissent, je pense que c'est pas nécessairement le film qui est une belle vitrine ou un bel outil, mais je pense qu'on applaudit aussi les idées, le courage de ces agriculteurs-là qui pensent et font différemment. Donc, merci en leur nom. Je suis un usurpateur agriculteur, c'est-à-dire que je suis gentleman farmer. J'en tire aucun commerce, mais j'ai des cochons, des poules, des chèvres, des chevaux que je mange pas, un potager, une cabane à sucre. Et oui, je reste à la campagne et il y a plein de gens qui, dans cet environnement-là que je connais, chez qui je m'approvisionne aussi, que je côtoie, je trouve qu'ils font des belles choses, puis ils me parlent, puis on se parle. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'ils ont plein de freins. Moi, j'en tire aucun commerce, aucun revenu. Mais eux, pour qui c'est le quotidien, puis qui doivent assez d'en vivre, non seulement l'agriculteur, Dominique le dit bien dans le film, est un chef d'entreprise, c'est aussi, ils doivent aussi faire du marketing. Alors, ils doivent être bons dans le champ, dans la terre, dans les animaux, partout. Puis, malheureusement, ils se frappent souvent sur des murs, puis les conversations tournent autour de ça. Fait que peut-être, à un moment donné, je dis, ben tiens, avec le petit peu de pouvoir social que j'ai, moi, je vais braquer une caméra là-dessus. Essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est aussi une incompréhension, plein de points d'interrogation où on se demande qu'est-ce que c'est les quotas, comment ça fonctionne, c'est le maraîchage, c'est plus facile. C'est en passant, un des endroits où il y a eu le plus d'innovation et d'idées dans la dernière décennie, c'est les secteurs qui ne sont pas sous gestion d'offres, entre autres. Par exemple, la chèvre. Il s'est permis beaucoup de choses parce que ça tombe dans une craque ou dans une zone grise de la réglementation. En fait, du contrôle, je vais utiliser des gros mots, du contrôle de certains cartels, qui font en sorte qu'on peut y arriver autrement. Maintenant, je pense que c'est important d'expliquer ce qui est en train de se passer, surtout à la lumière de tous ces jeunes qui ont des idées et qui essaient de faire quelque chose. Une industrie qui se moque un peu d'eux, dans une certaine mesure, autant que ça reste à l'état d'un loisir ou quelque chose qui n'est pas menaçant, on les tolère. Mais à la seconde où ils essaient de gonfler un chiffre d'affaires ou essaient de le faire de manière qui rayonne un peu plus, ça dérange. Et les lois sont là, qui ont été votées. C'est nous qui les avons votées aussi, mais probablement influencées par des gens de pouvoir aussi, par un syndicat aussi, par des syndicats, par des fédérations, par plein de gens. Puis moi, je ne suis pas ici pour pointer le méchant. Il y a plein de gens qui sont capables de les nommer, mais pour essayer de trouver des solutions. Fait que très tôt dans l'idée de ce film-là, j'aurais pu cacher une caméra pour aller voir des choses dégueulasses et puis essayer de faire un film spectaculaire où on en aurait parlé, ça aurait fait des feux d'artifice, mais très tôt, je me suis rendu compte que l'énergie que portaient ces gens-là irait peut-être un petit peu plus loin que juste vous monter des merdes. Donc, voilà d'où c'est parti. Et voilà la nécessité de montrer ces gens-là. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, puis il ne faut pas le manquer. Monsieur? Oui. Pensez-vous qu'on pourrait faire un parallèle entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie touristique par rapport à quelques points d'interrogation qui sont suscités dans votre reportage? Bien, il y a un parallèle, mais qui va plus loin que juste l'industrie touristique aussi. C'est-à-dire que quand il y a un secteur qui est contrôlé par une industrie, puis dont on a besoin pour se nourrir, là, on va chez Maxi ou chez Super C, les étals sont pleins, il faut que les gens mangent. On comprend, là, il faut que ça soit rempli. Maintenant, quand on laisse l'industrie s'occuper de ça, il y a une industrie qui embarque, puis un syndicat qui embarque, puis on finit par gérer une protection d'acquis, où le produit compte plus autant que ça. Mais partout, là, que ce soit pour nos routes, que ce soit pour nos ministères, que ce soit pour la construction, il y a une espèce de nature humaine un peu tordue qui fait en sorte que le modèle dominant finit toujours par s'imposer si on ne se fâche pas un peu. C'est comme un système de cartel. Comme un système de cartel. C'est de s'impliquer davantage. C'est à vous, c'est à nous, qui avons une responsabilité de demander à nos épiciers, à nos bouchers, à nos poissonniers, d'où viennent les produits. Est-ce que je peux aller encourager ces gars-là? Comment je le fais? Il y a des gens qui font mieux. Puis, c'est à nous de le demander, ces pratiques-là. On est là, on le sait, les études, là, ça va faire. On sait que le client veut des aliments biologiques, veut connaître la provenance. Surtout, on veut que le prix soit compétitif.
On le sait, on les a, les solutions, on le sait. Maintenant, ce serait possible de les appliquer. Je pense que c'est à nous, comme consommateurs, d'y aller. J'ai envie de me tourner vers vous, qui êtes des agriculteurs. Comment vous avez reçu ça, vous? Est-ce que c'est la première fois que vous le voyez, le film, vous trois? Moi, c'est la deuxième fois. Toi, c'est la deuxième fois, Claudie? Toi, c'était la première fois, Damien? Toi aussi, Jean-Thomas? Première fois, oui. J'avais entendu beaucoup parler, puis j'avais lu les reportages dans la presse, toutes les critiques aussi qui ont été faites, lues. Mais c'est beaucoup, en tant qu'agriculteur dans le maraîchage biologique, c'est des choses qu'on sait beaucoup, là, qu'on entend parler, puis avec les réseaux, mettons le réseau bio, qui terre, qu'on parle beaucoup. Toujours, puis qu'on se bute aussi aux mêmes problématiques, là, que ça soit... Donc, ça représente bien ta réalité. Ah oui, carrément, c'est exactement ça. C'est les mêmes batailles que tu as amenées. Oui. Toi, Damien, qui travaille quand même dans un domaine de l'agriculture biologique, mais quand même sur des gros volumes, tu sais, c'est une grosse entreprise que tu as. Est-ce que tu fais face à ça, toi aussi, mais d'une autre façon? Ou comment tu reçois ça, toi, ce que Marc a dépeint comme réalité? Quand les consommateurs nous disent qu'ils veulent des produits bio, de circuit court, en fait, les consommateurs, c'est des gens c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Puis, souvent, quand ils viennent le temps d'acheter, bien évidemment, les produits bio au Québec, c'est encore un marché de créneau, il ne faut pas se le cacher. Oui, c'est en expansion, c'est le fun, mais c'est toujours eux qui ont la dernière décision. Puis, l'industrie a fait en sorte qu'ils leur ont amené des produits qui sont très peu chers, très peu dispendieux, puis il y a une mauvaise référence de prix. Puis un produit bio, puis un produit local de qualité avec un prix compétitif, c'est un non-sens. Il faut que les consommateurs soient prêts à payer le vrai prix pour des produits de qualité. Puis aussi qu'ils disent, bien, demain matin, dans mon portefeuille de semaine, moi j'ai des clients, c'est pas la classe la plus riche qui m'achète mes produits. C'est des gens qui ont pris la décision, qui ont fait un choix éthique de dire, ben nous, on consomme des bons produits, souvent on consomme moins de viande, mais dans notre portefeuille, on alloue plus d'argent à bien s'alimenter. C'est un choix qu'ils ont fait. Puis c'est pas une question de dire, demain matin, il faut emmener des produits de qualité ou bio à des prix compétitifs. Non, le produit bio puis le produit de qualité, ça a un prix. Si on l'amène à un prix compétitif, on va tomber dans le même pattern que l'industrie qui a été, parce que nous, le bio, on n'a rien inventé, là. Je veux dire, toute la Terre entière fait du bio depuis que le monde est monde. C'est juste que ça a changé à un moment donné. On a parti en vrille, là, puis on a dit, ben là, il faut être compétitif, il faut faire des produits à grand volume. Mais le bio, ça existe depuis toujours. Puis l'autre chose qui m'a choqué dans le reportage, c'est le pseudo-scientifique avec le sarrau blanc qui nous dit tout le temps, ben le bio, il n'y a pas d'impact là, sur la santé, on n'a pas d'études. En fait, il ne faut pas faire d'études sur ce que le bio peut nous amener de plus pour la santé, parce que de toute façon, c'est toujours l'agriculture qu'on a faite. Il faut faire des études sur ce que l'agriculture existante présentement peut causer à notre santé. Mais ça ne sera jamais fait, parce que les études scientifiques sont faites par des grandes compagnies qui ont du lobbying et tout ça. Donc, c'est sûr que ces études-là, on ne les verra jamais, même s'il en existe déjà beaucoup. Donc, c'est un non-sens. On travaille à l'envers, tout simplement. Parce que la politique est toujours sur un siège qui va vers ce qui va lui amener le plus de votes. Puis présentement, ce qui amène le plus de votes, bien, c'est la solution facile. Donc, ça passe par l'éducation. Les générations qui s'en viennent sont beaucoup plus intéressantes pour ça. Je ne dis pas que nos générations n'étaient pas intéressantes, sauf qu'ils sont beaucoup plus éduqués. Ils veulent savoir d'où viennent les produits. Bon, on sent la tendance qui est forte, là, la tendance avec les jeunes à l'école, tout ça. Le modèle là-bas au Danemark où ce que les jeunes en cafétéria ou en garderie mangent des produits bio, wow, c'est génial parce que l'éducation, c'est là qu'on peut changer une génération, un pays en quelques générations. Mais c'est toujours le consommateur qui a le dernier mot. Puis moi, quand quelqu'un me dit, ben il fait un choix, il achète du ballonné, ben tant mieux pour lui, mais il va au Club Med à tous les hivers, puis c'est bien correct pour lui. Chacun fait ses choix dans la vie, mais quand tu n'as pas pris la décision de bien t'alimenter, ben je m'excuse, tu vas toujours acheter la patente en spécial à l'épicerie. Ouais. Puis évidemment, il ne faut pas se fier sur les grandes surfaces pour nous aider, parce que nous, dès qu'on envoie un produit bio à Montréal, en fait, parce que c'est un produit bio, ils prennent des marges qui sont beaucoup plus élevées qu'ils devraient prendre. Donc nous, ça nous fait chier parce que, écoute, on arrive...
nos produits, on essaie d'être le plus efficace possible puis le plus rentable possible. Puis quand l'épicerie arrive, ils se prennent des marges, des fois 10, 15, 20 de plus qu'un produit conventionnel parce qu'ils sont bio. Puis la raison qu'ils disent, c'est parce que vous avez moins de turnover sur les tablettes, on a plus de pertes, etc., etc. Fait que vous voyez que c'est un non-sens, mais c'est la réalité. Puis ça va passer par l'éducation, ça va passer par les choix des consommateurs, parce que le consommateur, quand il décide le matin en se levant, moi je m'achète un produit bio ou X produit, c'est lui qui a le vote, puis c'est le seul vote qu'il a le droit de faire, puis c'est la seule, je te dirais que c'est le seul impact qu'il a, puis c'est un impact direct dans sa vie. Si on attend après les politiciens, là, je vous le dis, là, arrêtez ça, là, parce qu'on va attendre longtemps. Le gouvernement ne changera rien. Il ne faut jamais attendre après ces gens-là. Je ne dis pas que ce pas des bonnes personnes, mais la façon dont notre structure de vote est faite au Québec, c'est que tu essaies d'avoir le plus de votes possible, puis tu vas être la majorité. Fait que nos politiciens, ils n'ont pas de couilles. Excusez-moi, là, mais c'est ça. Rudy, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, toi, sur ce que tu dis que ça fait 2 fois que tu le vois. Ouais, Comment ça résonne pour toi? Le film, en fait, je trouvais ça... La première approche, j'ai été le voir au CLAP, là, puis je suis sorti de là, c'est comme, si la solution, c'est passer par de l'agriculture subventionnée par de riches propriétaires, etc., ou de petits agriculteurs, la main dans le potager, je ne trouvais pas encore vraiment. La deuxième vision ici, ça m'a interpellé plus, surtout de ce qu'on discute là maintenant. En fait, le choix nous revient à tous. Le choix qu'on pose quand on fait un acte d'achat, c'est un pacte social, en fait. Puis, d'arriver à être conscient de ce que l'impact donne sur la société, c'est énorme. Quand on choisit un produit local, qu'il soit bio ou pas bio, à la limite, je vous dirais le local d'abord. Hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient, dans le spécial de chez Maple Leaf, d'où viennent les aliments. Ça vient d'Argentine, du Brésil, de l'Inde, de Chine, de partout. Enfin, les maïs, les soya et tout ça. Là. Fait que c'est ça. Quand vous achetez un morceau de jambon d'Amiens, moi, j'ai cultivé un peu du grain pour lui. Lui a cultivé du grain. On a engagé des gens d'ici. On a fait rouler des camions d'ici. On a fait travailler des gens... qui font de la mécanique, qui sont d'ici. Damien, je pense que tu as eu un Français que tu as fait venir, hein, qui a travaillé chez toi, là. Nous, sur notre ferme, on a aussi fait venir un gars de France qui veut s'installer ici. L'année prochaine, je vais avoir un jeune couple du Lac-Saint-Jean qui veulent s'installer ici pour travailler chez nous. Il y a un pacte social. Quand vous achetez un morceau de jambon à Damien, quand vous achetez, quand vous buvez une bière à l'épeautre, de notre épeautre, de la microbrasserie, quand vous mangez du pain à l'épeautre de chacun son pain, il y a un acte. Il y a un acte qui est profond. Pour revenir sur la santé, là, moi je suis quand même assez impressionné de voir ce qu'on peut mettre dans les aliments. C'est fou. Je vais parler juste de ce qu'on est. Moi, ça fait 30 ans que je suis meunier, là. Quand je vois ici, dans les grands moulins de Montréal, puis c'est tous, il n'y en a pas un sans exception, là, ce qu'on met dedans, on met de l'azote carbonamide, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est un agent de vieillissement hyper cancérigène. Partout sur la planète, on irait en prison pour ça, sans passer par la case départ, là, directement. Et puis, ici, on en met dans la farine, parce que les camions sortent de Montréal, puis une demi-heure après, ils sont à Boucherville ou n'importe où dans les grosses usines. Puis 2 heures après, vous avez le pain qui est sous vide ou bien emballé, tranché. Et on en met aussi dans la pâte alimentaire pour accélérer les processus. Allez trouver Jean-Christophe, là. Allez voir comment on fait du pain ici. C'est de l'eau, c'est un peu de sel, des levains ou de la levure, puis basta. Puis des blés qui viennent de chez nous, de l'épeautre qui viennent de chez nous. Donc, je veux dire, au point de vue santé aussi, dans les aliments, il faut vous rendre compte quand même que... Puis il y a un test qui est facile à faire. Vous prenez un pain, bon, on va citer exemple première moisson, là.
Prenez un pain de première moisson, vous le mettez sur la table, 4 jours après, il est cané. Prenez un pain, n'importe quelle marque tranchée, là. À mon idée, vous faites le tour du monde avec. Puis, fait que, non, mais quand vous allez dans les bois, mangez pas des champignons qui n'ont rien. Mangez des champignons qui ont des taches dessus, parce que là, vous savez qu'ils sont comestibles. Okay? C'est pareil de la bouffe. Que ça soit un peu moisi. Non, mais je veux dire, si elle moisit, non, mais il y a une année, là, pendant 2-3 ans, on a fait des framboises, et puis on a porté les framboises à l'IGA ici, puis avec le propriétaire, ouais, mais 3 jours après, tes framboises, elles pourrissent, ça va pas, c'est pas normal. Correct. C'est pas normal que mes framboises, qui n'aient pas de produits chimiques, pourrissent, mais c'est normal que des framboises qui viennent du Chili, qui ont fait tout le transport, ça, elles sont bien brillantes, puis c'est ça qu'on mange. Fait que je pense que le film est interpellant, puis je pense qu'il va y avoir des suites à ça. Mais c'est à nous, c'est pas à la politique, comme il dit, c'est pas à l'attente de subventions quelconques, c'est votre acte d'achat. Puis je vous assure que Damien et moi, puis toutes les autres de la chaîne, que Jean-Christophe, les gens d'un micro, etc., on fait des budgets. On en fait des budgets pour essayer de calculer nos affaires, pour être rentable, etc. On essaye de faire au maximum de ce qu'on peut pour le rendre le plus accessible possible. À un moment donné, il faut qu'on paye les salaires, il faut qu'on paye le fuel, etc. Puis on se demande, mais comment ça se fait que des grandes compagnies multinationales sont capables d'arriver à moitié coût de notre coût de production. Je produis du blé, je pense que je te le vends aux alentours de $500 la tonne. Aujourd'hui, à Montréal, il vaut quoi? $250 la tonne? C'est le même blé, hein? Ben non, c'est pas le même blé. C'est justement pas le même blé, en fait. Fait que c'est ça. Je pense que si, quand vous sortez d'ici, il y en a sur, je sais pas moi, 80 personnes ici dans la salle, ne fût-ce qu'une qui a décidé en sortant, ben là maintenant c'est terminé, je vais consacrer une partie de mon budget, plutôt que d'avoir une voiture à 55 000, ben je vais peut-être avoir une voiture à 25 000, mais essayer de me nourrir un peu mieux, là. Je pense que vous faites un acte social qui a des impacts énormes sur l'économie du Québec. Je pense qu'on doit refuser cette appellation-là parce qu'elle nous met dans une case où on devient l'objet d'un système de consommation. Si on interpelle plus le citoyen en nous et non pas le consommateur, tout à coup, le citoyen, lui, il a plus de pouvoir, il est plus actif. Il n'est pas pris dans un système d'achat et de vente. Il devient un agent agissant dans son milieu, alors qu'un consommateur est un peu à la merci d'un système. Alors moi, je n'ai pas envie de vous dire c'est votre pouvoir de consommateur, c'est votre pouvoir de citoyen. Puis ça, ce pouvoir-là, il est réel. On a une petite ferme, mais on s'est mis à faire un compte Facebook, et puis toi aussi, tu t'es mis à faire un compte Facebook. Ma fille. Ouais. Et on met tout simplement sur le compte Facebook de la ferme ce qu'on fait. Okay? Puis quand je vais à l'IGA, des gens que je ne connais pas, mais qui sont devenus des amis de la ferme, là, puis qui m'interpellent. Hey, aujourd'hui, tu passes la R, c'est... Et je trouve que ça... Tu passes pas R, c'était dans l'épicerie. Ouais. Les employés. Mais je pense que c'est ça, c'est de devenir des partenaires. D'ailleurs, ça va être dans notre mission, c'est d'essayer de vous avertir de ce qu'on fait, d'essayer de... On a commencé à mettre des panneaux, certains l'ont peut-être vu, là, des panneaux sur le long de la 138, puis on fait le pain de chacun son pain. On ne fait pas du blé, on fait du pain. On ne fait pas de l'orge, on fait de la bière. Puis vous aussi, ben, c'est de participer à tout ça, puis de nous interpeller, puis parce qu'on va grandir ensemble. Et puis moi, dans l'échange, je grandis toujours. On a toujours des échanges très constructifs avec des gens qui nous interpellent. Puis dans les Facebook, là, c'est la planète, hein. Fait que j'ai des gens d'Autriche, de partout, de France, d'Australie, qui nous écrivent, qui font des échanges. Et puis, je pense que vous devenez des partenaires du système, bien plus que par le vote, par l'alimentation. Ben, je pense. Parle-nous un peu de ce que tu fais. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? OK, moi, je fais du maraîchage biologique. Je fais même... les deux qui sont là, moi, je trouve que c'est
quelque chose qui va aider au changement, mettons, global. C'est des entreprises grandes qui sont des grandes cultures, qui ont qui font plusieurs produits, qu'importe, qui ont beaucoup d'employés, qui vont trouver que c'est pas juste des petits, comme moi qui est tout seul maraîcher, qui depuis que le monde dit c'est pas rentable, faut que tu sois tout seul sur ton demi-hectare à faire rien que des petits légumes, faire des paniers. Puis moi j'ai la chance en fait d'autres sont toutes. Ils m'ont épaulé, avec d'autres, j'ai des partenariats avec les deux entreprises. Mais quand on parle de réseau court et local, de ne pas attendre un peu le gouvernement, sans s'en rendre compte, même s'il n'y a pas eu de pouvoir politique, quasiment toutes les terres vont être certifiées biologiques à Baie-Saint-Paul. En tout cas, la grande majorité. Et sur le bord de la 138, quasiment au complet. Puis comme il dit, l'agriculture biologique, s'il y en a fait qu'il faudrait changer, puis que j'aimerais, c'est qu'arrêter qu'on ait l'agriculture biologique, les autres sont conventionnels. C'est pas ça. Le conventionnel, depuis 30 ans, ça marche pas. S'il s'appellerait l'agriculture chimique, ça changerait peut-être beaucoup de choses. Mais là, c'est les grosses compagnies qui font des lobbies, mais moi, j'ai beaucoup confiance en des gars comme Damien Roudier, avec des compagnies, justement, qui ont les moyens, qui font des gros investissements majeurs, autant que beaucoup de fermes laitières, qui font vivre souvent une demi-personne parce que le couple est même pas capable de survivre. Que là, ça va avoir un impact. À un moment donné, ils n'auront pas le choix de les écouter, les gars qui font travailler 45-50 personnes par année. Quand ils vont arriver, ils ont arrêté de niaiser, les terres, c'est bio, puis c'est ça, on veut plus de produits chimiques. Puis on parle du sucre. Quand on parle du sucre ajouté qui est dans... J'ai remarqué, même les enfants, les légumes, ils aiment ça parce que quand ils récoltent, puis sont frais, ils sont bien plus sucrés que bien des affaires. Vous avez des tomates, ça fait 3 semaines qu'elles ont été récoltées. C'est sûr que c'est pas le même taux de sucre, le même goût qu'une tomate qui a mûri directement sur le plat puis que tu manges 2 jours après. Puis le sucre, vous remarquez, c'est la seule chose qui n'a pas de valeur quotidienne marquée. C'est les choses d'un lobby qui a travaillé longtemps parce que c'est 0 normalement. Vous remarquez ces produits, là, mettons vitamine C, telle affaire, glucides. Le sucre, il n'y a jamais rien. Puis ça, ils travaillent longtemps parce que sinon, ça serait tout à marquer 18 000 % de votre apport en sucre. Puis c'est... Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à tes tomates. Nous, on fait la sauce à spaghetti avec ces tomates. Puis avant, on mettait un peu de sucre de canne parce qu'on voulait qu'il y ait un petit goût sucré parce qu'on la pimente et tout ça. Puis depuis qu'on a les tomates à Jean-Thomas, on est obligé d'enlever le sucre parce que c'est trop sucré. Il y a beaucoup de sucre dans ces tomates. Ça, j'ai une question à Marc. Marc, j'ai une question à toi qui a fait le film. On te voit avec M. Pronovo à un moment donné, que j'ai trouvé bien discret sur sa façon de parler, comme s'il contrôlait un peu ce qu'il avait à dire. Toi, off-mic, là, t'as-tu parlé plus de pourquoi on a tabletté Pronovo, en fait? Parce qu'on a vraiment tabletté les 2 rapports Pronovo ont été tablettés, puis c'est vrai que toutes les solutions sont dans ces 2 rapports-là. Est-ce que lui, et comment il vit? Est-ce que, je sais pas, tu peux peut-être pas le dire, mais on dirait que j'avais le coup, je me disais, caliste, pourquoi lui, il pogne pas un air, puis il fait pas, si j'ai travaillé des années là-dessus, puis on fait puis c'est pas ça, parce que, on a parlé un petit peu, mais moi, je pense à prendre ça de monde par un monde. Puis lui, qui est au cœur de l'agriculture, de l'avenir de l'agriculture au Québec, parce qu'il s'est promené partout, il a tout fait. Ben, sa personnalité, c'est justement de ne pas gueuler. Ouais. Fait il a fait... Merci, d'accord. C'est moi, je suis juste pour gueuler. mais c'est aussi une qualité qui a fait qu'il a pu aller voir tout le monde. Ouais. Tout le monde y a parlé avec une grande transparence. Mais tu sais, il était aussi... J'en ai des histoires d'horreur qu'il racontait avant que son rapport soit publié. Parce que c'est commandé, vous comprenez que c'est commandé par le bureau du ministre. Bien sûr. Puis avant même qu'il soit publié, qu'il soit rendu public, l'UPA l'appelle pour éditer ton rapport, c'est de la style marde. Fait que déjà là, il y a des fuites quelque part. Mais c'est pas un monsieur, c'est un monsieur d'une grande, grande grâce. Oui, élégance. Une grande élégance, qui est avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Et sa façon de faire, à lui, c'est pas de gueuler. Puis il a fait beaucoup, ces rapports existent, ils sont là. T'sais, nous, on les ressuscite dans le film. Absolument. Ils sont là. Là, il n'y a pas personne qui ne sait pas. C'est-à-dire que maintenant, depuis que ça roule, il y a des dizaines de milliers de personnes qui savent que le rapport Pronovo existe. Et vous y avez accès aussi. Et vous y avez accès. Oui. Alors que toutes les pistes sont là pour avoir une agriculture plus responsable, plus écologique aussi. C'est là. Mais cet homme-là, qui est un grand mandarin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Mais on regarde juste l'UPA au niveau du syndicat, puis c'est quelque chose qui peut changer beaucoup. C'est de l'intérieur, parce que de plus en plus, justement, les maraîchers, les personnes qui font de la plus petite agriculture ou biologique, souvent, on arrive avec un niveau de scolarité aussi différent que mon grand-père quand il était agriculteur, qui était payé pour apprendre à lire et écrire dans le temps. Que là, on est capable de défendre nos points de vue, d'arriver avec des nouvelles théories basées sur des faits.
Puis un problème qui se rencontre, c'est que c'est un syndicat, c'est un propriétaire, un vote. Mais là, il y a de moins en moins de producteurs laitiers, de plus en plus de petits producteurs maraîchers. Puis là, on arrive, on va être ces tables, on est plus. Fait qu'on pourrait arriver où? Je modifie les affaires, ils vont, ça marche pas de même. Non, mais c'est ça, tu vois. Un demi-vote, un maraîcher. Non, mais c'est juste, à partir depuis genre 2 ans, là, Jean Martin, ce qu'il a fait avec son livre, c'est super. Mais à cette heure, on peut assurer à la financière 0,8 hectares de cultures diversifiées. Avant, on n'avait aucune assurance au niveau de, mettons qu'il arrivait de la grève, des choses comme ça n'existait pas du tout. Là, ils l'ont changé. À cette heure, on peut s'assurer les petits producteurs. Fait que tranquillement, ça change. Mais on est loin encore. T'sais, hier, ils ont annoncé 93 millions dans les bâtiments éco-énergétiques au niveau pour essayer de développer récupérer de l'énergie ou dépenser moins de courant pour être concurrentiel. 93 millions, premier arrivé, premier servi. C'est sûr que il y en a bien, le programme était déjà prêt, la demande était faite aussi. Tout est parti, mettons, les industries, les grandes étables, mais juste le domaine séricole, il n'y aurait pas demi, tu sais. Juste, mettons, au niveau de la luminerie qui est subventionné de faire des canettes envoyées partout, je pense qu'il va falloir faire, c'est chauffer, serre, pas payer Hydro-Québec. Puis à un moment donné, le combat va se ramasser là, puis on n'aura pas le choix. Il y a que subventionner ça, il y a qu'en infrastructure routière qu'on sauverait avec les camions de moins qu'on importerait d'ailleurs, ça serait réglé, le coût est sauvé. Là. Est-ce que pour vous, dans la situation actuelle, le monopole syndical représente une partie du problème ou ça constitue aussi une solution? Comment vous vous positionnez, vous, comme agriculteur, devant ça? Et je sais que j'entre sur un territoire miné en ce moment, mais je pense qu'on doit avoir une réflexion là-dessus aussi. Puis peut-être pour vous aussi, c'est important de savoir que c'est une situation assez unique dans le monde, en fait, de vivre avec un monopole syndical en agriculture comme on l'a aujourd'hui. Puis je pense que certaines personnes à l'Union sont capables d'écouter, puis moi je l'ai fait dans le grain. Ils ont voulu nous imposer toutes sortes de normes, toutes sortes de gestion, on a appelé ça de la gestion de l'offre, etc. Puis on a pu, au fil des années, parce qu'on a démontré une ouverture de part et d'autre, on a pu s'organiser avec le syndicat. On ne va pas se mettre, Damien et moi, à aller lancer des pavés dans l'UPA, ok? C'est pas... puis on a des entreprises à faire tourner, qui est un seul syndicat qui règle un corps de métier complet. Je pense que dans tous les métiers, puis dans toute la planète, le Québec et l'agriculture de Québec a cette chose qui est unique, je pense. En France, c'est complètement différent. En Europe, c'est différent. Partout. Fait qu'à partir du moment où tu abats des animaux, si tu n'as pas du volume, ben c'est impensable. Puis les normes gouvernementales au niveau provincial, qui est le MAPAC, et au niveau canadien, qui est la CIA, ont fait en sorte qu'ils sont tellement élevés que moi, si je veux me bâtir un abattoir, ça me prend un abattoir de 5 millions pour abattre 50 cochons semaine. C'est complètement ridicule. Donc, vous voyez que c'est du non-sens. Donc, ça, c'est ça. Donc, l'UPA, oui. Moi, je pense qu'ils sont en mode écoute parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait des erreurs majeures. Est-ce qu'on va avoir une réaction d'eux? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans le futur? Je pense que oui, ils n'auront pas le choix de toute façon. Moi, je pense qu'ils sont rendus vraiment en haut du balancier, puis il faut que ça revienne. Parce que même les producteurs, dans l'ensemble de la communauté, la confiance envers leurs syndicats, puis là, ils trouvent de plus en plus tannant d'envoyer un chèque de cotisation chaque année. Moi, j'ai entendu, j'ai 8 ça, mois. Je te parle de producteurs qui étaient très UPA, très UPistes, si on peut dire comme ça. Bon. Moi, je vous envoie des cotisations, je sais très bien que j'ai pas le choix, parce que si j'envoie pas ma cotisation, j'ai pas ma carte du MAPAC, j'ai pas droit à mes réductions de taxes. En fait, on est attaché par les deux couilles, puis c'est un monopole, c'est juste ça. Parce que ça va avec, ils disent qu'au ministère, avoir ta carte, ton NIM avec ton... Ils disent que le NIM, c'est gratuit. Mais ça vient avec un 600$ obligatoire de cotisation à l'UPA. Fait que c'est tout. Mais de plus en plus, ça change. Puis même la contestation, tu sais, moi, l'UPA débarque chez nous, on dit « Hey, il faut que tu fasses ça. » Moi, on lui dit « Manger de la merde. » J'ai un esprit de contestation un peu. Mais tu sais, vu qu'on est plus petit, moi, je dépends juste seulement que moi. C'est moins pire, tu sais, que des 50, 30, 40 familles, tu sais. Mais de plus en plus, ça change comme les sirops d'érable. Moi qui débarque chez nous, vider la cabane à sucre de mon sirop que je veux pas à la fédération, ça va brasser, là. On va dire, ce que vous faites là, vous autres, oubliez ça, ça part pas de site. Mais de plus en plus, ils se font buter à du monde qui sont conscients, qui disent, mais non, ça marche pas votre affaire. Pourquoi il y a juste 63 personnes qui contrôlent toute la production d'œufs au Québec? Au niveau pour les poulets, pour les dindes, tout. 60 personnes. Ça n'a pas de sens. C'est pas gros, 60, là. Pour tous les œufs qui font naître les poulets, puis les poules pondeuses, il y en a 60 producteurs qui font rien que ça.
Et après ça, comment tu veux, ils sont 60 à voter tout le temps pour eux autres. C'est réglé, là. Merci d'avoir...